quelle nationalité? Du Tchad. Quoi le 4? Tchad. D'accord. Mademoiselle aussi? D'accord. Vous êtes majeur ou mineur? D'accord. Vous venez avec moi, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. On va pas vous emmener, on va simplement faire un papier qu'on va vous donner et vous allez repartir en Italie. D'accord? Vous venez avec moi? Moi je vais prendre les deux mineurs tchadiens. Ouais, ce sont lesquels? Là, c'est le frère et la sœur. 16 et 14 ans. Ils sont majeurs, hein? Ils sont majeurs, elle est enceinte. Ouais. Je sais pas par contre leur nationalité. Vous venez? Vérité? Quelques feuilles. Ouais. Vous venez de Vintimille? Oui, de Vintimille, ici à Vintimille de Vintimille. Attention, il y a quelques escaliers. Prenez votre temps. Vous avez de la famille en France? Le premier étage de la gare SNCF de Menton-Gare-Avant est utilisé par le préfet pour enfermer illégalement des personnes migrantes avant de les refouler directement à Vintimille par le train. Ouais, mais dessous, Oui, je voulais savoir. J'ai vu qu'il y avait des. Là, il y avait des noirs qui avaient été amenés là-haut. Voilà, j'aurais voulu savoir ce que c'est. Je suis journaliste. Oui. Bonjour. Et c'est les gens qui sont en situation régulière, donc on raccompagne au poste de la police de l'air et des frontières qui gère après ces personnes-là. D'accord. C'est une zone de rétention du coup ici. Non, non, c'est juste le temps qu'on les transporte. D'accord. Merci. De quel... Du coup, ils sont journalistes auprès de quel média, monsieur? Moi, je suis indépendant. Je suis à la SCAM. D'accord, ok, ça marche. Ils sont Société privés de civile, liberté docteur, là quand même. Pardon? Ils sont privés de liberté là. Bah, c'est normal, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être. Ils n'ont pas le droit de sortir. Non, ils n'ont pas le droit de rentrer en France au départ. Je sais, ouais, mais en fait, il est pas déclaré en fait, ce zone de rétention. Donc après, mais c'est pas une zone de rétention, monsieur. Mais s'ils sont privés de liberté, On les amène après à la police de l'air et des ils frontières. peuvent pas sortir. Oui, ben forcément, mais tout le monde. Même eux, ils sont pas libres de leur mouvement. Oui. Puisqu'on On va les emmener à la- conduire là où l'autorité judiciaire traite ça. Enfin, juste la question c'était si là-dedans ils pouvaient sortir ou pas. Non, ils pouvaient pas sortir. Bah si. S'ils veulent, ils sortent librement en fait. Bah non, non. Il n'y a pas de sortie là, librement. À partir du moment où nous on constate qu'ils sont irrégulières, on doit la traiter la situation irrégulière, monsieur. En fait, ils emmenent à la PAF, et après la PAF, ils font les refus d'entrée. Voilà. D'accord. Merci, C'est messieurs. Merci. le droit français. Vous êtes journaliste également, monsieur? Non, Vous êtes? je suis un citoyen. D'accord. Ok. Nous appliquons le droit français et international. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour la régler, vous savez comment faire. Tac, vous enlevez ça et puis... Au revoir mademoiselle. Salut mon gars. Au revoir. Bah oui. Prends soin de toi. Au revoir madame. Moi, ils ne pouvaient pas passer par la place. Voilà. Ils ne pouvaient pas passer par la place. En fait, Moi, j'ai rien dit. Je vous ai rien dit. voilà. Déjà, la première chose, c'est On va attendre.
Ces images ont été tournées en juin dernier. Elles montrent l'ordinaire d'une Europe qui se ferme, d'une France qui se ferme. Et ces policiers qui se disent ben, c'est le droit, nos États ont décidé que l'on renvoie au fond dans un pur arbitraire, en l'occurrence des mineurs. Ces images ont été filmées avec l'aide de bénévoles par des CRS. Non, pas des CRS. Le CRS, le collectif Roya Solidaire, l'acronyme dit l'ironie, et dont la figure emblématique, derrière lui, il y a toutes sortes de belles personnes, de bonne volonté. Il est là, c'est Cédric Héroux. Cédric Héroux, vous avez 38 ans, vous êtes agriculteur. Votre spécialité en agriculture, mais peut-être que vous faites d'autres choses, c'est de faire pousser des oliviers et de produire de l'huile d'olive. Vous avez aidé, vous avez tendu la main, vous avez accueilli cette humanité qui frappe à notre porte. Pour cela, vous êtes condamné à 4 mois de prison avec sursis, comme une autre mise en examen est tombée pour le même type de délit, d'aide, comme si vous étiez un passeur qui aidait au séjour irrégulier pour s'enrichir, alors que vous ne faites que la solidarité, on vous condamne pour délit de solidarité. Eh bien, il y a une autre condamnation possible qui pourrait vous amener en prison, faire tomber ce sursis. Vous en êtes, je crois, à votre 8e garde à vue, c'est ça, ouais. N'importe quel prétexte. Alors, avec Louise Fessard, qui est la plupart du temps basée à Marseille et qui a suivi tout ça de très près pour Mediapart, on va parler de tout ça dans ce deuxième moment de cette soirée. Mais d'abord, racontez-nous de votre itinéraire. Vous êtes agriculteur, j'allais dire, de naissance, de famille. Vous trouvez à la Roya parce que c'est votre lieu. Et puis, comment cette histoire vous tombe dessus? Racontez-nous votre itinéraire. Non, déjà, je ne suis pas fils de paysan. Ma mère était assistante maternelle, famille d'accueil. Donc, étant gamin, j'ai été souvent mêlé à d'autres gosses qui étaient à la maison. Donc, apprendre à partager sa chambre, ses jouets, tout ça. J'étais élevé comme ça et mon père est représentant de produits d'entretien dans les collectivités. Vous avez grandi en ville ou à la campagne? On a grandi en ville, enfin j'ai grandi en ville dans un petit quartier qui s'appelle l'Ariane, un quartier où il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes. Donc à l'école, j'étais entouré de Noirs et d'Arabes. Et j'ai appris à être indifférent en fait, d'être mêlé à ces gens. Et puis c'était mes amis. Et ça c'est important de le savoir, c'est que je ne fais pas de différence. Je ne fais pas du racisme positif en me disant il y a des petits noirs, il faut les aider. C'est que je ne fais pas de différence. Quand j'aide quelqu'un, je ne regarde pas s'il est noir, s'il est blanc, s'il est jeune. C'est quelque chose qui ne m'affecte pas. Ce n'est pas un critère que je vois au départ. Peut-être le côté vestimentaire, peut-être une démarche, peut-être, mais la couleur de peau, je n'y prête pas garde au départ, quoi. Ce que les Américains appellent la ligne de couleur, qui est construite par le racisme et la discrimination, pour vous, ça n'existe pas? Non, pour moi, non. Pour moi. Et donc, en 2003, j'ai rejoint la Veille de la Roya, où je ne voulais pas être agriculteur. Au départ, j'étais mécanicien auto, j'ai travaillé sur des voiliers, j'ai fait des travaux en tout genre, j'ai fait des travaux des fils d'accès, donc des travaux sur corde, des travaux acrobatiques. Et je me suis mis dans la Roya avec l'envie de voyager. Et je me suis dit, je vais acheter une petite maison que j'ai achetée pas loin de 2000 €, avec un morceau de terrain, et pour y créer une habitation et pouvoir en fait voyager sans payer de loyer et pouvoir retourner chez moi et avoir mon chez moi et me recréer un peu une espèce de monde imaginaire de gamin, quoi. Un monde imaginaire où on vit dans une cabane au milieu de la forêt. Le choix est pas différent. La Roya, il faut préciser, c'est une vallée à la frontière. C'est une vallée à la frontière. Vous êtes dans un endroit de passage. C'est à la frontière, c'est très montagneux, c'est très raide. Avec un passé militant aussi. Pardon? Avec un passé militant. La Roya, oui, c'est ça. Oui. C'est quoi le passé militant? Celui que je connais en tout cas, c'est je suis arrivé dans la Roya, c'est qu'il y a dans les années 70, il y a pas mal de hippies qui sont arrivés dans cette vallée. Et mon frère a rencontré sa compagne, s'est marié, a 3 enfants. Et je suis allé le voir les week-ends et je me suis dit, tiens, il y a un monde possible, une alternative à ce monde de consommation, de tout ça, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a été attractif, quoi. J'avais envie, en fait, de vivre comme ces gens-là. Et il s'est construit, après les années 70, dans la Roya,
Donc ces enfants qui sont nés de ces gens, ces hippies, une vallée qui est devenue très agricole et où ces fils de hippies sont devenus paysans, artisans. Il y a une espèce de dynamique, une reprise en possession en fait, de l'espace commun, de l'espace public, en y croyant de l'agriculture, comme vous disiez tout à l'heure, des événements festifs, culturels, théâtre, concerts, marchés paysans. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette vallée, c'est que c'est une vallée très active, non pas militante, mais vivante. Vivante, et une vallée qui a repris possession en fait, de l'espace public. Quoi. Et comment pardon, allez-y. Et voilà, mais c'est ce qui m'a plu dans cette vallée. Et comment le voyageur, qui était sur les bateaux et tout, finalement, il se pose et il devient agriculteur. Parce que l'agriculteur, l'image, c'est la terre, c'est se poser. Ouais, au départ, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre de l'agriculture. Et j'ai commencé à faire ça un peu au travail au noir. Je n'ai pas fait d'école ni quoi que ce soit. J'ai appris dans les livres. Et j'ai eu un contrôle de la MSA en me demandant de me régulariser. Donc je me suis régularisé, je suis devenu agriculteur comme ça par un contrôle de MSA. Vous avez choisi les oliviers? J'ai choisi les oliviers parce qu'il n'y a que ça. J'aurais pu choisir autre chose. Il y avait les oliviers et ça. Et pour complémenter un peu mon activité économique, je me suis mis dans l'élevage de poules pondeuses. Donc je vends des œufs en agriculture biologique aussi. Et je fais ça depuis, donc je me suis installé en 2006, avril 2006. Et comment passe-t-on alors d'agriculteur à passeur aux yeux de la justice française? Vous savez, dans la Roya, c'est paysan, c'est montagneux. Ça ne se fait pas de laisser quelqu'un en bord de route. Nos routes sont dangereuses, sont très sinueuses. Il n'y a pas de trottoir, donc il est dangereux de marcher sur les routes. Donc moi et beaucoup d'autres gens, nous arrêtons quand il y a des personnes en bord de route. Souvent, la question qui me revient, enfin qu'on me pose, c'est alors quand est-ce que c'était la première fois? La première fois, j'en sais rien quand est-ce que c'était. Donc j'ai jamais noté un petit carnet à me dire tiens lui j'ai pris un Syrien ou un Noir ou non j'ai pas fait de relevé comme ça. Et j'en ai pris conscience du passage comme ça. C'est quand j'ai pris une famille en bord de route, j'ai mis dans ma voiture et elle m'a demandé de l'emmener en fait. Cette famille m'a demandé de l'emmener à la gare la plus proche. Je l'ai emmené, on a échangé les numéros de téléphone et cette famille s'est retrouvée en Italie. Et c'est un problème. J'étais conscient, moi j'ai commencé en avril 2016, au printemps 2016. Et, aider des migrants. Voilà, aider des migrants, ouais. Et j'étais témoin comme beaucoup de gens de ces personnes venues d'Afrique, noires, à la frontière, sur les rochers, à côté de Menton. Et je passais un peu là, sans trop regarder, et je pense pour me protéger, comme beaucoup de gens en fait. Parce qu'en ayant conscience, en disant, tiens, si on commence à mettre le doigt là-dedans, on ne sait pas où on s'arrête. Et je n'avais pas le tort de penser ça. Et je me suis mis vraiment là-dedans, c'est quand j'ai voulu aider cette famille-là, où on a individualisé un problème, en fait, où ces personnes est devenue une famille avec des noms. Migrants, c'était une famille. C'était cette famille, et que je me sentais un peu complice du fait où je les avais mis à la gare de Breil-sur-Roya et elles s'étaient fait arrêter à la gare d'après, gare de Sospel. Et je me suis dit, j'aurais pu prendre la voiture, les emmener à Nice si j'avais su. Donc je s'est retrouvée en Italie. Voilà, elle s'est retrouvée en Italie. Donc je suis descendu en Italie. Et l'Italie, c'est pas un pays étranger pour nous. Hein. On a souvent parlé un peu de l'identité nationale, et il n'y a pas une identité nationale, il y a des identités nationales. Et notre identité, nous, dans la vallée de la Roya, c'est que c'est franco-italien. Oui. C'est-à-dire que la vallée est franco-italienne. Nice n'est pas français depuis si longtemps. Hein. Aussi, mais on passe de Breil-sur-Roya pour aller à Nice, on passe par Vintimille, par l'Italie. Donc je suis descendu, je suis allé à l'église Sant'Antonio, et j'ai vu là plein de gamins, de mineurs, isolés, sans parents, de familles. Et donc j'ai pris la famille que j'avais pris auparavant en stop, qui s'était fait arrêter à la gare de Sospel, et je l'ai emmenée chez moi. Et c'est une famille qui n'avait pas forcément d'endroit où aller. C'était plus une fuite d'un pays qu'une attraction du pays français. Elle n'a pas voulu rester en Italie parce qu'en Italie, en fait, il n'y a pas possibilité de vivre dignement ou d'accéder à une vie normale, hein, une vie normale dans le continent européen. Ce n'était pas possible. Et donc, on leur a trouvé un appartement, etc. Et tout ça, donc je suis redescendu quand même à Vintimille, voir ce qui s'y passait, etc. Et puis, c'est des gamins qui me demandaient, s'il te plaît, Cédric, emmène-moi chez toi, quoi. Je suis là, bon, vas-y, monte, quoi. Et j'ai mis le doigt là-dedans. Et le problème, c'est que je me suis senti responsable de tous ces gamins et ces familles qui étaient dedans. Et bon, on était nombreux à le faire. Hein. On était nombreux à le faire et on essayait de travailler ensemble. Quand il y avait une famille en difficulté, en grande difficulté, on s'appelait si l'un l'autre pouvait aller la chercher et la faire passer. Et c'est ce qu'on a fait.
Oui. Et c'est justement, suite à la médiatisation de ces passages dans un article, parce qu'il y a le correspondant du New York Times qui s'est intéressé à ce que vous faisiez, que vous avez été jugé et condamné en appel à Aix-en-Provence à 4 mois de prison avec sursis pour ces passages qui est, aux yeux de la loi, un passage de frontière, quoi, même si pour les habitants de la Roya qui vont faire leurs courses à Vintimille, la frontière, elle n'avait pas beaucoup de sens jusqu'ici. Voilà. Elle n'existe pas, la frontière. Ouais. Ah non, elle n'existait pas. Elle n'existait pas, oui. Ils sont en train de la construire, c'est ça que vous voulez dire. Là, elle existe bien. Elle existe. Ouais. Et donc, Edoui Plenel a rappelé un peu le parcours judiciaire, donc une condamnation, une mise en examen dans une information judiciaire qui est toujours ouverte à grâce, 8 gardes à vue. Pourquoi continuez-vous en fait à aider des migrants, à recevoir des migrants chez vous, à les accompagner dans leur demande d'asile à Nice? Est-ce que c'est de la provocation? Pourquoi est-ce que vous continuez? J'ai juste envie de revenir un peu avant, parce que vous avez parlé du côté médiatisation. En fait, le choix de la médiatisation, c'est qu'un ami qui s'appelle Hubert Jourdan, qui lui a fait l'accueil avant moi, qui a aidé ces gens qui étaient militants largement avant moi, et qui m'a dit, tu sais Cédric, il faut qu'on arrête de faire ça, et à un moment, il faut alerter. Il faut alerter. Et lui, il est fils de procureur, quoi, et il a confiance en la justice, et j'avais confiance aussi en la justice. Et il m'a dit, tu sais, il faut arrêter d'être dans l'ombre, parce que de cacher ces gens, on se rend complice, en fait. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, ok. Et du coup, il faut faire bouger les choses par la médiatisation et alerter nos politiques. On était naïfs à l'époque. Hein. Et la justice. C'était en 2016, ça ? C'était en 2016. C'était en 2016. Et donc, j'ai médiatisé mes actions, mes passages de frontières, enfin la totale, quoi. Ça me paraît complètement fou maintenant de penser ça. Et je me suis fait arrêter après ça. Non, c'était avant ça, je me suis fait arrêter, pardon. J'ai médiatisé après ma première arrestation. Et ma première arrestation, je me suis fait arrêter en flagrant délit de passage de frontière avec 2 gamins de 4 ans, 2 femmes et des jeunes hommes. Et donc j'ai fait quasiment 48 heures de garde à vue et j'ai eu un sans-suite sous le couvert de l'immunité humanitaire, en fait, immunité humanitaire. Et les questions du procureur, qui pour moi étaient des conseils, c'était pourquoi n'achetez-vous pas un véhicule adapté au transport de personnes? Pourquoi vos actions ne sont pas encadrées par une association? Moi, je suis sorti, on a fait une collecte. Voilà, ouais, bien sûr. On a fait une collecte et on a acheté un camion. J'ai demandé à une asso, tous les assos avaient vachement peur, dont Roya Citoyenne, de prendre en charge, entre guillemets, mes actions. Et ça a commencé comme ça. Et d'où après le procès. Comment ça se passe avec les questions? Ces policiers ou ces gendarmes que vous retrouvez là, puisque vous les fréquentez beaucoup, personne n'est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes comme vous, comme moi aussi. Leur fonction, ça bouge dans leur tête? Comment ça se passe par rapport au conseil? Mais c'est ce qui est très étonnant, en fait. Ce qui est très étonnant, c'est que des policiers sont devenus des bonnes connaissances, je dirais pas des amis, parce qu'on est quand même... on n'est pas dans le même camp non plus. Voilà. De la barricade. Mais on a des rapports très cordiaux et on s'entend bien. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'aurais envie de les enregistrer ou les filmer quand on parle, mais je ne le ferai pas parce que c'est pas très correct. Mais ces gens, en fait, sont conscients de l'absurdité de la gestion de l'État. Et c'est ça qui est troublant, c'est que ce soit les petits policiers ou gendarmes ou les gens gradés, tout le monde est conscient de l'absurdité de la gestion. Et c'est une espèce de frontière soi-disant contrôlée, mais qui est fermée à une couleur de peau en attendant. C'est une espèce d'action pour moi qui est complètement populiste, quoi, qui ne sert à rien et qui est de l'ordre de la communication de l'État français, je pense. Justement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État, des autorités? Est-ce que l'idée, ce serait de laisser passer tout le monde, de réouvrir complètement cette frontière? Quelles seraient les premières mesures à prendre pour... Emmanuel Macron était à votre place, 2 jours avant son élection. Donc, qu'est-ce que vous avez à lui dire? À lui, rien. Je pense que directement, je ne sais pas, mais on parle de contrôle à la frontière. Il faut savoir en fait que ces barrages de police ont été mis pour faire de la lutte antiterroriste. Des terroristes à la frontière franco-italienne, ils n'en ont arrêté aucun.
Et par contre, des gamins renvoyés illégalement, comme on l'a vu dans le film, là, il y en a eu, et des jeunes adultes, il y en a eu 37 000 en 2016, plus de quasiment 30 000 cette année, et qui sont en fait des reconductions qui ne respectent pas le protocole, en fait, parce qu'ils confondent demandeurs d'asile et personnes en situation irrégulière. Et toutes les personnes qui sont passées chez moi en attendant, et 95%, 98% des personnes qui sont à 26 000, sont des demandeurs d'asile et non pas des personnes en situation irrégulière. Et l'État donne des ordres à des policiers de bafouer le droit, quoi. Et la complexité, elle est là-dedans. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a parlé de contrôle aux frontières, et le résultat, en fait, de ce contrôle aux frontières, c'est qu'on oblige des gens à se cacher, à rentrer dans la clandestinité pour arriver à Paris, en Allemagne, etc. Et c'est des personnes qui se mettent en danger. Il y a eu 18 morts quand même depuis 13-14 mois sur le sol français, donc beaucoup de mineurs qui auraient dû être pris en charge par l'État français, par le département, parce qu'ils sont sur le sol français et qui sont morts. Et je pense que l'État est responsable d'un trouble à l'ordre public manifeste, qu'il y a une non-gestion de tout ça, quoi. Et ce que j'ai peur, on en parlait tout à l'heure, il y avait un témoin qui disait ça tout à l'heure, c'est sur qu'est-ce qu'on est en train de construire pour les années futures. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait, de ces gamins, de ces jeunes hommes, de ces familles? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, à part leur mettre la haine, quoi. Et on est en train de construire sous un prétexte antiterroriste, on est en train de terroriser des gens sous un prétexte antiterroriste. Et ça, moi, je trouve ça grave. Et au nom de la France, au nom de ce que représente la France, quoi. Et ce que j'ai à dire à Macron, je crois malheureusement plus rien, quoi. Parce que c'est lui qui représente ça. C'est dur de dire ça, mais je pense que lui, il représente tout ça. Et à lui, j'ai rien à lui dire. Si je dois dire quelque chose, c'est au pouvoir, quoi, dans une démocratie. Et le pouvoir dans une démocratie, c'est le peuple qui l'a. Et c'est à ce pouvoir-là que j'ai envie de parler, et aux citoyens, que j'ai envie de parler et de dire, on est tous, a tous le devoir d'agir sur un aspect politique dans une démocratie, quoi. Et la politique peut être quelque chose de beau. C'est politique, c'est s'occuper de sa rue, de son quartier, de son pays, de son département. Et quand on a un problème en bas de chez toi, on a le devoir de le résoudre. Oui. Vous êtes la figure la plus connue de la vallée de la Roya, mais derrière vous, il y a beaucoup de monde qui héberge, qui aide. On a vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient été condamnées. Donc il y a de nombreux habitants de la vallée, il y a des cheminots, il y a des militants à Nice. Vous rappeliez Hubert Jourdan qui fait un travail aussi d'accueil des migrants qui arrivent à la gare. Il y a même des prêtres, ceux de la paroisse de Ventimille, enfin de San Antonio, en côté italien, le prêtre de la vallée de la Roya. Donc, tous ces gens, voilà, vous êtes mobilisés depuis 2015. C'est des vies personnelles qui sont complètement chamboulées. Est-ce que vous n'atteignez pas une forme aussi d'épuisement de cette mobilisation? Vous-même, vous avez plus ou moins mis de côté votre activité agricole au niveau enfin, vous avez dû mettre ça entre parenthèses. On s'adapte. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est que à vivre tous les jours, c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour gérer mes poules pondeuses, pour s'occuper un peu de la campagne. C'est vrai que c'est un peu au mode ralenti. Mais on s'adapte quand on peut, quoi. C'est pour ça qu'il faut dire, voilà, c'est vrai que je passe beaucoup dans les médias, etc. Machin. Pourquoi? Parce que c'est vendeur, hein, c'est tout. Hein. C'est que le paysan, machin, qui fait de la garde à vue. Vous n'avez rien à vendre que des idées. Oui, voilà. Oui, c'est vendeur dans l'espace médiatique, quoi. Et puis c'est pas grave, quoi. C'est le Cédric Héroux médiatique, c'est pas le Cédric Héroux fêtard, parce que je suis pas pour fêtard aussi. Et je pense qu'il faut faire la part des choses de tout ça. Et le Cédric Héroux paysan n'est pas le Cédric Héroux médiatique. Et le Cédric Héroux médiatique, il appartient à tout le monde, quoi. Donc le message que j'essaie de porter, c'est pas mon message, c'est le message des gens avec qui on travaille. Et puis c'est le message des personnes qui sont passées chez moi aussi. Et j'essaye de garder la tête froide là-dessus, quoi. Mais justement, tous ces bénévoles qui aident et qui hébergent, donc ça empiète sur leur vie personnelle. Quels sont leurs questionnements aujourd'hui sur l'utilité de ce qu'ils font? Où est-ce que vous en êtes de cette réflexion? Le gros problème en ce moment, c'est la peur. Les gens ont peur d'aider, les gens ont peur de s'arrêter de prendre en stop des gens de couleur noire, les gens ont peur de ça. L'État, au lieu de protéger, diffuse la peur. Complètement. Je veux dire, hier, il y a eu un procès d'un jeune qui s'appelle Raphaël, 19 ans,
qui a pris 4 jeunes adultes, 18 ans, 19 ans, de la gare de Saorge à mon domicile Breil-sur-Roya. En fait, il a essayé d'arriver à mon domicile, il n'a pas réussi. Il y a peut-être 10 km. Il n'y a pas de passage de frontière, il n'y a pas de passage de contournement de dispositif de contrôle. Il n'y a rien. Il a pris des gens la nuit, il a voulu les emmener chez moi. Et il a pris 3 mois de prison avec sursis, quoi. Et c'est quand même assez dingue comparé à ce qui m'est arrivé ma première arrestation où j'ai été eu en flagrant délit de passage de frontière, où j'ai eu l'immunité humanitaire, où la justice était consciente qu'il y avait un problème quelque part, quoi. Elle était consciente. Et là, maintenant, d'un coup, elle n'est plus consciente du problème. Et moi, ce qui me fait peur là-dedans, tout à l'heure j'en parlais, sur le fait en fait, où j'avais confiance en la justice. Et que là, maintenant, on a des gros doutes sur la justice. On a l'impression que c'est devenu un outil, que la justice est devenue un outil incriminant d'État, en fait. C'est une arme de l'État. Alors que la justice devrait être là pour gérer une espèce de cohésion, les politiques d'ailleurs aussi, une espèce de cohésion des individus, en fait. Je sais pas comment... Voilà, on a perdu confiance en la justice, en tout cas. On est obligé d'arrêter pour continuer, mais si vous êtes magistrat, si vous avez choisi d'être juge, je vous rappelle que les juges du siège sont indépendants, ceux du parquet ne le sont pas, et que les actes de résistance, les actes qui sont au rendez-vous de l'essentiel, vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire en rendant des décisions qui soient conformes à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui rappelle que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le mot dignité est le premier. Et la dignité, cette même déclaration rappelle qu'on a le droit de quitter son pays, qu'on a le droit de choisir un pays, qu'on a le droit de bouger, en somme, que le propre de l'humanité, c'est de se déplacer. Merci Cédric Héroux, et vraiment de tout cœur avec vous.